Bonjour et bienvenue sur ce premier cours de base de l'électricité. Donc je vous rassure tout de suite, c'est un cours extrêmement simple. Nous allons juste voir ce qu'est l'électricité et voir les différentes grandeurs qui le caractérisent. Allons-y. Commençons par la structure de la matière. Donc la matière est constituée de molécules, elles-mêmes constituées d'atomes. Dans un atome, vous avez deux parties, le noyau, qui est fait de neutrons et de protons. Donc les protons sont chargés, les neutrons n'ont aucune charge. Le tout entouré d'un nuage d'électrons. On le représente souvent sous forme du modèle planétaire, donc un noyau et un nuage d'électrons avec des orbites tout autour. C'est une façon de représenter qui est très pratique, qui ne correspond pas vraiment à la réalité, mais on va s'en tenir là. Globalement, la charge du noyau est positive, donc puisque vous avez des protons positifs, des neutrons négatifs, sa charge est donc positive. Autour du noyau, vous avez un nuage d'électrons qui, eux, sont chargés négativement. Les charges négatives compensent exactement les charges positives du noyau. Donc la matière est électriquement neutre. Dans les solides, l'organisation des noyaux est très rigide. Les noyaux ne peuvent pas être déplacés. Par contre, il est possible de déplacer les électrons. Donc, la matière étant électriquement neutre à la base, si un atome reçoit un électron, il se charge négativement. Si un atome perd un électron, il se charge positivement. C'est ce qu'on appelle l'électrisation. Un atome auquel on a enlevé un électron se dit présenter une charge de 1 électron. Un atome qui a reçu un électron présente une charge de -1 électron. Les solides chargés positivement sont attirés par les solides chargés négativement. S'ils sont de même charge, ils se repoussent. Venons-en au courant électrique. Je vous ai dit donc que les électrons étaient déplaçables. Donc, à cause de sa mobilité, il est l'agent du courant électrique. Il suffit de l'arracher à son ensemble, l'atome, et de lui offrir un passage, le conducteur. Donc, trop d'électrons, nous avons donc un ion négatif. De l'autre côté, un manque d'électrons, vous avez un ion positif. Vous mettez un conducteur entre les deux et vous aurez un passage d'électrons de A vers B. Passage d'électrons veut donc dire passage d'électricité. Donc si on réunit A et B par un canal constitué par un corps ayant des électrons périphériques facilement détachables, ce qui en fait un conducteur, les électrons circuleront de A vers B. Le canal est dit conducteur du courant électrique. Donc conducteur d'un courant électrique veut dire qu'il a des électrons périphériques facilement détachables. Si au contraire on réunit A et B par un canal constitué par un corps ayant des électrons périphériques stables, il n'y aura pas de courant électrique. C'est ce qu'on appelle un isolant. Générateur de source de courant. Donc on appelle un générateur tout système capable de mettre des électrons en mouvement. Donc il a deux bornes ou deux pôles. Un pôle négatif où les électrons sont en surnombre, un pôle positif où il manque des électrons. Attention, le sens conventionnel du courant, c'est le sens borne positive vers borne négative. Autrement dit, c'est l'inverse du passage des électrons. Un circuit électrique. En réunissant deux bornes d'un générateur, le générateur étant ici borne positive, borne négative, avec un conducteur, on réalise un circuit fermé, c'est-à-dire dans lequel un courant peut circuler. En général, ces conducteurs sont des métaux, le plus connu étant le cuivre. Si on interpose dans ce circuit un corps isolant,
autrement dit un corps qui ne laisse pas passer le courant, c'est-à-dire qui a des électrons périphériques stables, on réalise un circuit ouvert. L'air étant un isolant, on peut ouvrir ou fermer un circuit en utilisant un interrupteur. Le courant ne passera pas dans l'air qui est entre les deux. Marquez une chose que ceci, ce que j'ai dessiné, est un générateur de courant continu, positif, négatif. Les effets du courant électrique. Le premier, bien connu, le dégagement de chaleur. Un conducteur dans un circuit fermé s'échauffe. Il peut aller jusqu'à rougir ou fondre suivant sa section. Autrement dit, plus il est fin, plus il aura tendance à chauffer. Les électrons qui circulent à travers les atomes du conducteur subissent des chocs, des frottements. L'échauffement constaté correspond à une perte d'énergie par frottement, plus connu étant l'ampoule à incandescence, qui est en fait un conducteur extrêmement fin dans lequel on fait passer un courant important. Donc votre conducteur va rougir, va chauffer et en même temps va produire de la lumière. L'action magnétique. On va faire l'expérience d'Ørsted. Je vous mets la photo, c'est mieux. Lorsqu'il n'y a pas d'alimentation dans ce fil, vous avez donc ici un conducteur, une boussole et un interrupteur. Donc lorsqu'il n'y a pas de courant, dans ce cas-ci, l'interrupteur est ouvert, la boussole s'orientera dans la direction nord-sud. Logique, c'est une boussole. Lorsque le fil est parcouru par un courant électrique, autrement dit, je ferme l'interrupteur ici, la boussole s'oriente perpendiculairement au fil. Il faut évidemment que le champ magnétique terrestre soit négligeable devant le champ magnétique créé par le courant électrique. Donc le courant électrique crée un champ magnétique. Nous en arrivons aux grandeurs électriques. Vous avez d'abord l'unité de quantité d'électricité, le coulomb. L'électron porte une charge électrique qu'on appelle charge élémentaire, E. Le passage d'un nombre n d'électrons correspond au passage d'une quantité d'électricité, Ne. Comme unité de quantité d'électricité, on ne prendra pas la charge élémentaire, qui est beaucoup trop petite, mais une unité beaucoup plus grande qu'on appelle le coulomb, symbole C. La charge d'un électron est 1,6 fois 10-19 coulombs. Donc, le coulomb est beaucoup plus important qu'un électron. Deuxième, l'intensité d'un courant, I. L'intensité d'un courant est mesurée par le nombre de coulombs d'émittés par seconde. Symbole I donc. L'unité d'intensité, c'est l'ampère, A. L'ampère est l'intensité d'un courant qui débite 1 coulomb en 1 seconde. 1 ampère est égal à 1 coulomb par seconde. Donc deux exemples, suffit de les lire. Si on représente la quantité d'électricité en coulomb par Q, l'intensité en ampères par I et le temps en secondes par T, on a Q est égal à I fois T. Mesure d'intensité. On utilise un ampèremètre qui se branche en série dans le circuit. Donc si vous avez ici un circuit fermé, ceci représente une lampe. Vous avez un générateur de courant continu, borne positive, borne négative. L'ampèremètre se branchera en série dans le circuit. Vous avez deux types d'ampèremètres, les ampèremètres à aiguille, les ampèremètres numériques. Plusieurs récepteurs montés en série sont parcourus par le même courant. Le courant d'un circuit principal est la somme des courants des circuits dérivés qui l'alimentent. La conséquence est la loi des nœuds. On appelle un nœud le point commun à plusieurs portions de circuit. Ceci est donc un nœud. Comme il ne peut y avoir d'accumulation d'électrons en un point de circuit, la somme des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des courants qui en repartent. Donc si on reprend l'exemple qui est ici,
I1 plus I2 est égal à I3 plus I4 plus I5, ce qui est écrit ici. En général, on résume cette loi par la formule somme des I égale 0 au nœud. Nous avons aussi une unité industrielle de quantité d'électricité, l'ampère-heure. Le temps d'utilisation d'un courant électrique se chiffre plutôt en heures qu'en secondes. On utilise en industrie une unité plus grande que le coulomb, l'ampère-heure, AH. C'est la quantité d'électricité transportée par un courant durant une heure. Donc 1 ampère-heure est égal à 3600 coulombs. Vous avez 3600 secondes dans une heure. C'est l'unité qu'on retrouve sur les batteries de voitures. Donc, si une batterie de voiture a une capacité de 75 Ah, donc celle qui est ici a une 60 Ah, ça veut dire qu'elle peut fournir 75 ampères par heure ou 7,5 ampères durant 10 heures. L'intensité dépend essentiellement de deux choses, la tension et la résistance du circuit. La tension, c'est ce qui anime les électrons, ce qui provoque leur déplacement. Plus la tension entre deux points est élevée, plus ils seront nombreux à y transiter, et plus l'intensité du courant sera élevée. La résistance désigne tout ce qui s'oppose au passage du courant, ce qui freine les électrons. Donc c'est en gros un entonnoir à électrons. À tension égale, par exemple, le 230 volts d'une installation électrique à la maison, c'est la différence de résistance des différents appareils électriques alimentés qui déterminera la valeur de l'intensité au travers de différents circuits. Plus la résistance est faible, plus l'intensité est élevée. On peut faire une analogie avec de l'eau, donc l'hydraulique. Si vous avez ici un réservoir d'eau qui est situé plus haut qu'un deuxième réservoir d'eau, vous avez un tuyau continu entre les deux, votre eau va s'écouler du premier vers le deuxième. Si par exemple votre tuyau est écrasé à plusieurs endroits, eh bien vous aurez une résistance et donc le flux d'eau à travers le tuyau sera plus faible dans le deuxième cas que dans le premier. Ceci est donc la résistance. Le flux de l'eau, c'est l'ampérage. Voilà, c'est ce qui est expliqué en dessous. La gravité, en fait, n'est pas le meilleur exemple pour illustrer une tension, parce que la gravité est fixe. Or, nous pouvons soumettre nos circuits électriques à différentes formes et valeurs de tension. La tension est variable. 12 volts continu, 230 volts alternatifs, et ainsi de suite. La tension serait donc davantage comparable à la pression, une force que l'on exercera sur le liquide. Si nous pressons l'eau au moyen d'un piston et ajoutons une turbine comme récepteur, vous aurez donc ceci. Plus la pression va augmenter, plus le débit sera important, plus votre turbine tournera vite. Le débit sera donc l'intensité, la pression sera la tension, la turbine sera la résistance, l'utilisation du circuit. Une définition, la différence de potentiel DDP entre deux points d'un circuit a pour mesure le rapport de l'énergie perdue entre ces deux points à la quantité d'électricité qui y passe. Donc différence de potentiel, c'est équivalent à la tension. Donc U est égal à W sur Q. U, différence de potentiel, W, énergie perdue en joules, Q, quantité d'électricité en coulomb, l'unité, le volt. Il existe une différence de potentiel ou tension de 1 volt entre deux points d'un circuit, quand chaque coulomb qui y passe abandonne une énergie de 1 joule. La mesure d'une différence de potentiel se fait avec un voltmètre, qui lui se branche en parallèle sur le circuit. Donc générateur de tension ici, positif, négatif. Le courant passe à travers une résistance, à travers un ampèremètre en série,
une deuxième résistance et aux bornes de cette résistance, en dérivation ou en parallèle, on mesure le voltage. Autrement dit, la différence de potentiel aux bornes de cette résistance. Plusieurs règles. Plusieurs récepteurs groupés en parallèle sont soumis à la même différence de potentiel. Si les récepteurs sont groupés en série, la différence de potentiel aux bornes de l'ensemble est la somme des différences de potentiel successives. Donc c'est ce que nous avons ici. On va considérer comme référence le point N, autrement dit la barre du dessous. Donc Vn égale 0. Différence de potentiel prise ici vaudrait 0 puisque ceci est la référence. U1, qui se trouve donc ici, c'est égal donc à Vc, ce point-là, différence de potentiel entre le 0 et le C, moins Vb, différence de potentiel entre le 0 et le B, Vc moins Vb. U2, qui est donc celui-ci, sera égal à Vb moins Va. U1 et U2 ne dépendent pas du potentiel de référence. U1 plus U2, c'est égal à Vc moins Vb plus Vb moins Va, égale donc à Vc moins Va. Vc moins Va, ce qui est logique. Puissance électrique, le symbole est P. Dans ce montage que vous avez ici, un générateur de courant alimente une ampoule électrique. Générateur, ampoule électrique. Un ampèremètre branché en série, un voltmètre en parallèle sur l'ampoule, ici. Le voltmètre indique 220 volts et l'ampèremètre 0,4 ampères. On dit que l'énergie dépensée dans l'ampoule est 220 fois 0,4, soit 88 joules. Ces 88 joules représentent la puissance de l'ampoule, soit 88 watts. La puissance électrique dépensée par un récepteur est proportionnelle à la différence de potentiel à ses bornes et à l'intensité du courant qui le traverse. Donc la puissance en watts, P, c'est égal à U fois I. La loi d'Ohm. Notion de résistance. Lorsqu'un tuyau transporte de l'eau, il suffit d'écraser le tuyau pour que le débit diminue. C'est logique. Plus la résistance, donc plus l'écrasement sera important, plus grande sera la différence de pression entre les points A et B. En même temps que la résistance augmente, le débit diminue. Si le tuyau est complètement écrasé, l'eau ne passe plus, le débit est nul. Donc la résistance est infinie. Si vous avez deux points d'étranglement l'un à la suite de l'autre, la résistance globale sera plus grande et le débit encore plus faible. Donc c'est une analogie hydraulique encore une fois, mais qui exprime bien la même chose en électricité. En pratique, dans un circuit électrique, la résistance ou courant électrique peut être un composant appelé résistance. Ça peut être aussi la résistance du conducteur, ou ça peut être n'importe quelle utilisation. Un rasoir électrique est une certaine résistance. Un petit câble laissera moins passer de courant qu'un gros câble. Certains métaux sont moins bons conducteurs que d'autres. Les valeurs communes de résistance vont de quelques milliohms, ohm étant l'unité de résistance, à des dizaines de mégohms, mégohm, mégaohm. Les multiples communs sont le kilo, le méga, le symbole de la résistance. En tant que grandeur électrique, c'est R. Ça se représente soit sous cette forme, soit sous la forme d'un petit carré comme on l'a vu précédemment. Valeur de résistance est codée par des anneaux de couleurs. Donc vous avez ici une résistance et les couleurs qui figurent dessus. Premier chiffre, deuxième chiffre, multiplicateur, tolérance. Donc premier chiffre
peut-être dans le cas qui est ici un 2. Le deuxième chiffre est aussi un 2. Le multiplicateur est jaune. C'est donc un 10 exposant 4, donc 10 000. Donc c'est une 2,2 fois 10 000 ohms. La tolérance peut être de différentes couleurs qui est ici, or ou argent. Argent, c'est une tolérance de 10%, donc elle aura la valeur qui est écrite dessus, plus ou moins 10%. Si c'est or, ce sera plus ou moins 5%. En pratique, ça ressemble à ceci. Vous avez ici par exemple une résistance. Donc vous en avez de différentes tailles, évidemment, suivant leur puissance. Une résistance peut faire cette taille, comme elle peut être totalement microscopique. Loi d'Ohm est une loi fondamentale en électricité. Elle exprime la relation qui existe entre l'intensité dans une portion du circuit de la résistance R et la différence de potentiel aux bornes de cette portion de circuit. La différence de potentiel au volt aux bornes d'une résistance est égale au produit de la valeur en ohms de cette résistance par l'intensité en ampères qui la traverse. C'est une des formules les plus connues que l'on peut trouver en électricité, U égale RI. Formule qui en découle, R est égal à U sur I est égal à U sur R. Si on fait une addition de résistances en parallèle, donc vous avez ici un générateur plus moins, vous avez donc un courant qui débite dans ce sens-là, R1, R2, R3 en parallèle, la valeur globale de la résistance se calcule de la façon 1 sur R est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Si elles sont associées en série, c'est beaucoup plus simple. La résistance globale est égale à R1 plus R2. Diviseur potentiométrique. Type de circuit très fréquent pour permettre d'obtenir une tension quelconque U2, ici, à partir d'une tension U globale. Autrement dit, c'est une résistance variable. Vous avez une résistance complète R1-R2 et le contact entre les R2 va varier. Et donc vous aurez un U2 variable par rapport à un U global. Donc dans l'exemple que vous avez ici, U, disons, vaut 12 volts, R1 100 ohms, R2 20 ohms, donc U2, ici, sera égal à 12 fois 20 sur 100 plus 20. Donc il faut revoir la formule que nous avons vue précédemment. Donc U2 voudra 2 volts. Nous allons étudier maintenant l'induction électromagnétique. Phénomène d'induction découvert par Faraday en 1831. Expérience donc, les extrémités d'une bobine sont reliées aux deux pôles d'un millivoltmètre à courant continu, ayant 0 au milieu du cadran. Donc, une bobine, simple. On relie les deux pôles à 1 millivoltmètre sur 0. Autrement dit, il n'y a pas de générateur de courant. C'est juste une bobine, on relie les deux côtés à 1 millivoltmètre centré sur 0. Lorsqu'on introduit le pôle nord d'un aimant dans cette bobine, ceci est donc l'aimant, si on l'introduit dans la bobine, l'aiguille du millivoltmètre dévie à gauche, puis revient à 0 quand le mouvement cesse. Quand on retire le nord de l'aimant, l'aiguille dévie vers la droite et revient à 0 quand le mouvement cesse. Donc en fait, on peut produire un courant rien qu'en introduisant un aimant dans une bobine et en le ressortant. Avec le pôle sud, les déviations sont inversées. Plus le mouvement est rapide, plus la déviation de l'aiguille est importante. Si on remplace l'aimant par une bobine alimentée en courant continu, on constate le même phénomène. La déviation de l'aiguille augmente si l'intensité dans la bobine augmente. La déviation du millivoltmètre est produite par un courant qui prend naissance dans la bobine.
Ce courant est appelé courant induit. La bobine s'appelle bobine induite ou induit. La bobine 2 ou l'aimant de l'expérience précédente constitue la bobine inductrice ou inducteur. Le phénomène est l'induction électromagnétique. C'est ce qu'on utilise dans les centrales électriques. Les aimants sont remplacés par des électroaimants, autrement dit une bobine parcourue par un courant. Rotation obtenue grâce aux turbines mises en rotation par un fluide. Donc dans une centrale thermique par exemple, on chauffe de l'eau que l'on fait passer dans une turbine. Cette turbine fait tourner l'inducteur, lequel produit du courant. Un ensemble induit plus inducteur s'appelle un alternateur. C'est une machine rotative qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique alternative. Attention, tout ce que nous avons vu jusqu'à présent était en courant continu. Ici, nous allons avoir un courant alternatif. Courant alternatif est un courant électrique qui change de sens. Il est dit périodique s'il change régulièrement et périodiquement de sens. Un courant alternatif périodique est caractérisé par sa fréquence, mesurée en Hertz. C'est le nombre d'allers-retours qu'effectue le courant en une seconde. Vous avez ici donc le schéma d'un courant alternatif centré sur 0. Vous avez donc des périodes positives suivies de demi-périodes négatives. Un courant alternatif périodique de 50 Hz, c'est-à-dire la fréquence que vous avez dans les prises électriques chez vous, effectue 50 allers-retours par seconde. C'est-à-dire qu'il change 100 fois de sens par seconde. 50 allers, 50 retours. T est égal à 1 sur F, donc la période est égale à 1 sur la fréquence. Donc sa période, 1 sur 50, 20 millisecondes. Donc une période dure 20 millisecondes. La forme la plus utilisée d'alternatif est le courant sinusoïdal, essentiellement pour la distribution commerciale de l'énergie électrique. La fréquence du courant électrique distribué par les réseaux particuliers est de 50 Hz en Europe, 60 Hz en Amérique du Nord. Comparaison, vous avez donc ici un courant continu, le 0 étant ici, il est toujours à la même valeur dans le temps. Un courant alternatif, lui, centré sur 0, a des alternances positives et des alternances négatives. Savoir que la plupart des appareils que vous avez chez vous travaillent en continu et que ce que l'on distribue sur les prises électriques est de l'alternatif. Donc il y a toujours dans vos appareils en interne ou en externe un convertisseur alternatif vers continu. Ce peut être par exemple les alimentations externes d'un ordinateur portable ou d'un téléphone. Dans un appareil plus gros comme une télévision, c'est souvent interne. Contrairement au continu, l'alternatif peut voir ses caractéristiques tension-courant modifiées par un transformateur en roulement. L'avantage de l'alternatif est donc de pouvoir le transporter avec des lignes à haute tension. Donc on transporte une tension beaucoup plus élevée dans le genre 15 000 volts sur les lignes, et ensuite un transformateur l'abaissera à la valeur utilisée chez vous, 220-230 volts. Les récepteurs se rangent en deux catégories, les appareils qui fonctionnent directement sur la tension du secteur, donc en alternatif. Il n'y a pas grand-chose, chauffage, éclairage, ça n'est plus le cas depuis que nous sommes en LED, ou les récepteurs contenant des moteurs. Et les récepteurs électroniques ordinateurs chaîne IFI radiocassette qui ne fonctionnent pas en alternatif mais en continu. Donc c'est ce que j'ai dit juste avant. Une alimentation interne-externe permet d'obtenir une basse tension continue à partir du 230 volts alternative de la prise du secteur. Pour ça, on utilise donc un transformateur. Transformateur, c'est donc un noyau de fer sur lequel vous avez un enroulement qu'on appelle le primaire, qui est donc l'entrée entre ceci et ceci, tension primaire d'entrée. Donc dans le cas d'un transformateur branché sur le 230, ici vous auriez 230 volts. Et un enroulement secondaire qui est ici.
où vous avez en fait la tension de sortie. En fait, cette spire n'est absolument pas en contact avec celle-ci. Il faut savoir que tous ces fils sont vernis et donc il n'y a aucun contact entre le noyau et les fils. C'est uniquement en fait le flux magnétique qui va produire à partir de la première bobine une tension dans la deuxième bobine. La variation du champ magnétique créée par le courant variable circulant dans la bobine primaire induit une tension variable dans la bobine secondaire. Donc bien faire attention, un transformateur ne fonctionne qu'en alternatif. Ça ne fonctionne pas en continu. C'est la variation qui crée le courant. Voilà, c'est marqué en dessous. Si le primaire est soumis à une tension alternative, le secondaire sera soumis à une tension alternative de même fréquence. La tension obtenue au secondaire dépend du nombre de spires des bobines. Le rapport de transformation K est le quotient de la tension au secondaire U2 et de la tension au primaire U1. Le rapport d'un transformateur sans perte est égal au quotient du nombre de spires au secondaire et du nombre de spires au primaire. Donc, le rapport de transformation K, c'est égal au nombre de spires secondaires sur nombre de spires au primaire. Et K est égal à U2 sur U1. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci.